Bonjour, Éric Lemay. Sébastien Lemay, copropriétaire de Ferme Leméric et Fromage Warwick. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde! Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, on va parler un petit peu référencement. Ben oui, c'est ça. C'est Spotify, Apple. Vous pouvez donner une note là-dessus pour être bien ranké là, au niveau des moteurs de recherche dans les mêmes catégories qui est classé le podcast. Puis aussi, la page Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel. 4$ par mois pour encourager légèrement toute la production qui est en arrière des podcasts. Et puis, vous avez le droit aussi à 3 podcasts en exclusivité, soit le Dionne et Couture remettre les pendules à l'heure. Christian est en équipe de 1, c'est un podcast que je fais tout seul. Puis Dionne et la Team Patreon, ça c'est une fois par mois, on fait un Zoom avec des abonnés Patreon, puis on jase de tout puis de rien. Fait que, on a bien du fun là-dessus. Puis c'est ça. Ensuite de ça, moi je suis présentement à Warwick. Ben oui, je suis sur la route aujourd'hui, ce qui est quand même assez rare. Et sur la route et avec des pantalons. J'étais avec les frères Lemay de la ferme Leméric puis de fromage Warwick à Warwick. Hey, salut les gars, ça va bien? Salut, oui, ça va bien toi-même? Ben oui, ben oui. Hey, vous connaissez un petit peu la formule des podcasts. On est là pour faire découvrir du monde, faire découvrir des entreprises, des productions, peu importe. Fait que vous allez nous parler un peu de vous autres, de votre enfance. Ça fait combien de générations que vous êtes ici à Warwick aussi? Fait que allez-y, commencez. Bon, alors, on est la 2e génération de la ferme. Qui est la production laitière qui a été partie par mon père dans les années 70. Et puis, de fil en aiguille, bon, ben, moi, les études en agriculture pour continuer en production laitière. Puis, mon frère qui a fait une autre diversification de la ferme dans les années 90, la production porcine, pour ensuite finir avec la fromagerie en 2014. Puis, tu as fait tes études à quel endroit? J'ai fait un DEP en production laitière au CRIFA à Quaticook. OK. Et puis, Sébastien de ton bord, maintenant, là, tu as débaptisé encore une fois. Encore, Stéphane? Stéphane est avec Sébastien. Fait que, de mon côté, j'ai arrêté les études assez tôt. Je me suis mis à travailler sur la ferme à un tout jeune âge. Puis, mais un petit peu moins la production laitière. Donc, je me suis orienté vers la production porcine. Dans les années 96, là, c'était le début du sevrage hâtif, là, puis des pouponnières. Moi, c'est le début aussi des porcheries là, qui commençaient à se bâtir. Oui, les réseaux, l'intégration, puis les sites 3 qui appelaient là, pour essayer de maximiser la production porcine. Fait qu'on a embarqué, nous autres, dans ce roue-là, dans les années 96. Puis on a rebâti en 2007 un autre site. Fait que je me suis enligné dans le porc, puis dans la culture aussi. Là, la ferme, avec les années, la production laitière qui montait, production porcine. Avec l'environnement, on a plus besoin d'un peu plus de terre. Fait que, on s'est acheté quelques terres, on s'est mis à faire un peu de grande culture avec ça. Là. Fait qu'Éric s'occupait un peu plus de la production laitière, moi la porcine, puis on travaillait au champ, là, toute la famille, là, avec Gilles, puis toute la famille, Gilles qui est notre père. Fait que c'est ça, de fil en aiguille, tout en s'en allant, à un moment donné, on a décidé là, de diversifier vers la fromagerie, qu'on va voir un petit peu plus tard aujourd'hui. Quand tu parles de sevrage hâtif, peux-tu faire une description? C'est quoi au juste dans la production porcine? Hey, dans le fond, à la base, les maternités, excusez, les truies, ils mettaient bas puis ils gardaient le bébé, ils allaitaient le bébé jusqu'au sevrage qui était un sevrage normal. Alors, là, écoute, là, je veux pas, ça fait plusieurs années, là, mais tu sais, c'est en haut de 30 jours. Puis avec le sevrage hâtif qu'ils ont appelé, ils enlevaient les bébés plus rapidement d'après leur mère. Fait qu'ils buvaient le colostrum, puis ils sevraient 14 jours. Fait que les porcelets étaient encore sur l'immunité de leur mère. Fait que donc, moins de maladies.
Le porcelet, il n'avait pas développé encore de maladies diverses. Fait qu'il sortait du site pour l'envoyer sur un autre site. Fait que là, c'est moins dangereux qu'il tombe malade dans le transport, si tu veux, entre les deux sites. Oui, c'est ça. Là, c'est là que ça a commencé un peu la production assainie. Là. Les sites vraiment assainis, désinfectés. Fait que les porcelets arrivaient avec pas de maladie sur les sites. Fait que c'était pour contrôler mieux la maladie. En enlevant les bébés plus rapidement de leur mère aussi, ben, les truies, la lactation diminuait. Fait que ils se retrouvaient à faire une autre saillie plus rapidement. Fait que au fil des années, ben, les truies étaient plus productives. Plus de bébés nés par truie, plus de bébés en santé. En ayant des bâtiments dédiés aux pouponnières, ben, les bébés aussi démarraient plus vite. Il y avait vraiment les soins appropriés. Quand ils partaient de leur mère à 60 livres après le sevrage dans le conventionnel, ben là, ils tombaient d'un engraissement. Fait que l'engraissement était mal adapté pour les jeunes porcs aussi, un petit peu plus. Fait qu'en ayant un site dédié vraiment à la pouponnière, c'était mieux adapté les zones chauffantes, la ventilation. Vraiment adapté là, pour que les bébés partent vraiment en santé, puis qu'il y ait plus de gains de poids, puis plus de productivité. Puis aujourd'hui, c'est encore de même. Les pouponnières, c'est encore sevrage gentil, ça n'a pas. Ah non, ça tient. Fait que la technique a été bonne, puis ça fait 25 ans que ça marche. Les nouveaux gros sites de maternité, là, ça fonctionne encore comme ça. Puis les gars, là, ils ont toutes des pouponnières, puis les engraissements séparés. Puis, non, c'est une technique qui fonctionne très bien. Dans le fond, les packs sont plus petits, les mangeoires sont adaptés pour. Oui, c'est ça. T'as pas besoin de chaîner tes mangeoires, dans le fond. Là. Non, c'est ça. C'est comme un insert-finisseur qui sort ses cochons plus tard de la maternité, qui les envoie direct en engraissement. Ben, ça fait un clash plus... c'est plus flagrant un petit peu. Là. Ça a toujours fonctionné, là, le conventionnel. Là. Mais c'est sûr qu'en divisant les sites, il y a une meilleure productivité. C'est-tu parce que tu n'aimais pas les vaches que tu as voulu avoir des porcs? Je sais pas. Je n'aimais pas les vaches. Je voulais travailler tout seul. Ouais, travaillais en équipe de 1? Ouais, travailler en équipe de 1, j'aimais bien ça. Je voulais avoir plus mes affaires, puis je voulais plus... je voulais faire mes petites affaires tout seul, j'ai l'impression. Parce que dans l'étape, dans le fond, il y avait ton père Gilles, puis ton frère Éric. Oui, Francine, notre mère aussi. Francine a toujours été sur la ferme avec Gilles là, depuis le début. Fait qu'il y avait les parents, il y avait Éric, fait que là, tu sais, la famille. Il y avait aussi toujours la fameuse incertitude au niveau du GATT, puis des quotas, puis tout ça, puis qu'on savait pas ce qu'on s'en allait. C'est toujours cette fameuse incertitude-là. Fait qu'on a dit en se diversifiant dans d'autres choses que juste dans le lait, ben on met pas tous nos œufs dans le même panier. Fait que c'est là que ça amenait un plus, un autre fumier différent pour travailler pour les champs. Fait que ça a été juste un beau complément là, qui a été arrivé. Là. Tout ça, diversifié. Là, c'est pas de tout mettre les œufs dans le même panier, comme on dit. Là, c'est ça. Oui, tu sais, avec les cultures, ça nous donnait du fumier, les céréales, le lait. Les mauvaises années, il y avait toujours un secteur qui rendait mieux que l'autre. Vous avez commencé à avoir des porcs en quelle année? Ben, je parle pas des cochons. On parle de ARTS. Pas mal en même temps. OK, dans l'entreprise, OK. C'est un petit peu... 196 ou c'était quand on a mis le robot, qu'on a bâti la table froide? Non, c'était en même temps qu'on a fait les prêts pour le financement et les porcheries. C'est là parce que moi, je venais de finir l'école en 95. Fait que c'est là qu'on a embarqué dans... le quota de la relève. Oui, il y avait le quota de la relève et tout ça. Fait que c'est là en rouvrant les... Avec le notaire puis toute la patente pour refaire les nouveaux prêts pour la construction des porcheries puis tout, c'est là que l'inclusion dans la ferme pour nous deux, là, c'est fait. Là. OK. Puis à ce moment-là, mettons, si on revient dans le lait, vous étiez tous dans le Holstein? Oui. Dans ce temps-là, oui. Moi, j'avais connu la race Jersey Aquaticook. Il y avait un très bon troupeau qu'aujourd'hui n'existe plus, qui était le troupeau Piémont. Ça m'a ouvert les yeux sur la race. Puis, concours de circonstances, on s'est retrouvé avec une vache Jersey dans l'étable. Puis qu'on a vu que, écoute, c'était productif puis que ça allait super bien. Puis on a eu 2 couples de jumelles de fil avec ses veillages. Puis après ça, rachète 1 ou 2 vaches Jersey. En 2006, est arrivée la transformation de l'étable attachée pour installer le robot de traite dans l'ancienne étable attachée. OK. Puis que là, on avait transformé l'étable pour mettre un robot de traite. On a adapté l'étable attachée pour installer un robot de traite. On avait grossi au niveau des terres, on manquait de temps pour les travaux au champ. La traite, ça devenait une étape dans la journée qui prenait du temps. Fait qu'on se demandait vers quoi s'optimiser. Fait que le robot de traite est venu en ligne de compte. Fait que quand on a installé le robot, on avait à peu près le quart du troupeau. Là. Il y avait 12 ou 15 vaches Jersey sur la 60aine de vaches qu'on avait à traite dans ce temps-là. Puis dans notre environnement restreint, vu qu'on avait une contrainte de bâtisse avec le robot de traite dans notre vieille étable attachée, la petite Jersey, c'est beaucoup mieux adapté que les grosses Holstein.
Fait que c'est là que graduellement, tranquillement, pas vite, on s'est mis, quand on avait affaire à racheter des vaches ou quoi comme ça, on rachetait de la Jersey pour maximiser l'espace qu'on avait dans l'étable. Puis pour finalement venir avoir un troupeau 100% Jersey. Puis après ça est arrivée l'idée de la fromagerie. Puis à partir de quelle année vous aviez un troupeau 100% Jersey? La fromagerie était partie en 2014. Je te dirais qu'à partir de 2012, là, il me restait quelques croisés au Holstein Jersey. Mais on était genre à probablement 95-96% de Jersey dans le troupeau. Là. Puis ceux qui nous restaient, c'était des croisés au Holstein Jersey. Des Holstein pur sang, on n'avait plus. OK. Question de même, parce qu'une Jersey, c'est pas mal plus petit qu'un Holstein. Oui. Le croisement, de quoi? Il arrive entre les deux ou... Le croisement entre les deux races, oui. Oui, OK. Oui, il sort entre les deux, puis il y a toujours eu une crainte au niveau... La F1, ça fait un super bon croisement. Puis tous ceux qui ont essayé ça avec les semences qu'ils vendaient au SIAC, mettons, qui appelait ReproMix, qui avait un taureau Holstein, un taureau Jersey, puis un taureau à bœuf, pour les vaches plus dures à mettre en gestation. Quand il y avait une génisse, quand c'était le taureau Jersey qui l'embarquait, puis il y avait une génisse, ce ReproMix-là, il avait été mis dans une vache Holstein, chez ce que j'appelle les grands de la Holstein, qui ont des troupeaux juste Holstein. Fait que ce F1-là, il la recroise Holstein. C'est la chose à pas faire. Parce que la F2, elle tombe vraiment mauvaise. En continuant vers la Jersey, ça nous fait des F3 et des F4 qui vont prendre les caractères de la Jersey puis qui font des super de bonnes vaches. Là. OK, là, on peut-tu redécortiquer ça? Parce que là, je sais pas si tu voyais, il y a plein de points d'interrogation. Ouais, là. Parce que là, dans le tube de semences, mettons, pour l'insémination, il y a le ReproMix, oui. Là, il y a 3 types de semences Il y a 3 taureaux, oui. Il y a 3 bœufs là-dedans. Il y a 3 taureaux, il y a du sperme de 3 taureaux dans la paillette. OK. Un taureau Holstein, un taureau Jersey, puis un taureau à bœuf, une race à bœuf. Soit un Angus ou... ça, c'est un... On parle pas de Pornhub, là. Non, on parle de semences de taureaux. Ouais, c'est un service que tous les centres d'insémination offrent là, sous différentes appellations. Là. Ils appellent ça au SIAC, c'était le ReproMix qui l'appelait. Fait que ça aide pour une vache qui est plus dure à faire coller, comme on appelle, à mettre en gestation. Là. Okay. Tu augmentes tes chances avec le taureau à bœuf et le taureau Jersey, qui normalement sont plus fertiles que une race Holstein. Là. Fait que il y a eu beaucoup de croisés qui ont été issus au Québec de ce service de semences-là. Fait que là, c'est une surprise, là, en tabarouette. Oui, tu sais pas si t'as un veau Holstein, mais c'est quand même trois types de veaux qui sont facilement reconnaissables. Mais tu sais pas qu'est-ce qui va sortir. Non, c'est ça. T'sais, s'il est Holstein, il va être Holstein. S'il est Jersey, ben, il va être plus noir. Puis s'il est à bœuf, ben, il va être plus rough un peu. Là, la tête plus à bœuf. Puis c'est facile à différencier, là, savoir lequel. Là. OK. Là, quand tu parles de F1. Ouais, ça, c'est le premier croisement entre la Holstein et la Jersey. Dans le fond, son bébé. Là. OK. Ça, là, c'est tu parles la de F1. 2 races pures. Ouais. Le croisement de ça donne un F1. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, un F1, tu le recroises avec d'autres choses, ça donne un F2? Ben oui, parce que là, tu trouves la deuxième génération, dans le fond. Là. OK. Fait que nous autres, ce qu'on a fait avec ces F1-là, c'est qu'on a continué avec la semence Jersey. Pour en revenir, là, moi, je l'enregistrais, cet animal-là, 0% Jersey. Puis là, ben, si je le fais saillir Jersey, pour avoir idéalement une femelle, des fois c'est des mâles, fait que là, la femelle, elle a tombé inscrite à 50%. Après ça, il y a tout un processus. À chaque fois que tu inscris une femelle, le pourcentage de pureté augmente tout le temps. Là. Ça prend, je pense, c'est 7 générations avant que ça revienne pur sang. Okay, fait que, en continuant vers la Jersey, on va toujours chercher les caractères de la Jersey. Et ceux qui ont dit que les F1, c'était des moins... Ben, les F1, c'est reconnu, c'est des bonnes vaches. La F2, c'est quand ils disent que c'est pas une bonne F2, c'est qu'ils l'ont fait ressaillir au Holstein plutôt que de continuer vers la Jersey. Fait que c'est ça qui est un petit peu la mauvaise presse des F2. Là. Nous autres, ben, les quelques-unes qui me restent, là, qui c'est des F3 et des F4 qu'on est rendu à cette heure, là, qu'on fait toujours saillir Jersey, ben, les caractéristiques de la Jersey reprennent toujours le dessus. Là. Fait que là, si t'es rendu à F7, j'imagine que si là, tu le recroises encore avec un Jersey, il tombe plus F8. Là. Non, à un moment donné, elle tombe pur sang. Là. Elle tombe pur sang, OK. Ouais. Puis même F1, c'est bon, F1, F2, après ça, là, c'est juste, on va dire, 2e, 3e, 4e génération. Là. OK. Fait que c'est un... C'est un aspect qu'on n'avait jamais jasé, c'est encore dans les podcasts, là, la génétique, là, puis le croisement, c'est pas tant que là. Je suis pas un grand expert en génétique. Là. Il y en a des meilleurs que moi dans les races, là, mais j'ai les notions de base, comme on pourrait dire. OK, non, c'est bien correct. Puis là, aujourd'hui, vous cultivez quelle grandeur de terre? Là, on a 570 acres en culture, présentement. 570 acres en culture. Fait qu'il va y en avoir une bonne partie en foin, j'imagine, là-dedans. Il y a 320 acres à peu près en foin. OK.
Puis la balance, c'était un peu de soya céréales. On ne fait plus de maïs depuis qu'on est en fromagerie, dans le fond. On a arrêté l'ensilage de maïs, l'alimentation du troupeau, puis on a arrêté la production de maïs grain aussi. OK. On a des terres plus côteuses, des unités thermiques plus mitigées un peu. En soya, on sort un meilleur revenu à l'acre, plus rentable pour notre ferme qu'en maïs. Fait qu'on a arrêté, puis en même temps, ben, c'est une question de logistique au printemps, juste une machine qui roule. Fait que un gars sur le harçage, puis l'autre sur le semoir, parce que le soya, juste au fumier, on fait nos affaires. Fait que pas de charriage d'engrais, puis d'épandage d'engrais, puis de ravitailler le planteur à blé d'Inde. Puis fait que c'était plus simple pour nous autres, là, au niveau logistique, sauver de la main-d'œuvre. Puis depuis qu'on a la fromagerie, et puis que Sébastien est ici à la fromagerie, ben j'ai tout le temps fait les semences tout seul avec mon père. Fait qu'on faisait 300-400 acres de semences à deux, puis on n'a pas de misère, là, tu sais. Mon père, c'est à la haste, puis moi, sur le semoir, puis go, on s'en va, puis après ça, ben, quand c'est le temps des arrosages, là, on fait nos arrosages, puis après ça, on embarque dans les foins. On a cédé des terres aussi, là, avec la fromagerie. On avait beaucoup de travail, fait qu'on avait des terres d'un autre village à côté qu'on a laissé aller. Là, on a été jusqu'à 800 acres en culture. OK. Puis on a diminué un peu, là. Puis aussi pour faire des fromages fins, j'avais entendu ça dans un autre podcast. Idéalement, il faut que les vaches mangent plus de foin sec que de fourrage. Parce qu'il y a un acide là-dedans là, qui fait que le fromage vieillit mal. C'est ça que j'ai bien compris ou je m'exprime mal? Écoute, oui. On tombe plus technique, là, Ouais, mais c'est correct. plus technique, là. Mais c'est sûr que si on va à la base, là, les fromages, les grands fromages fins sont faits avec des foins secs pour pas que le lait soit trop acide, puis toutes les composantes qui sont fermentées. C'est surtout les fermentations de l'alimentation qu'on retrouve dans le lait. Parce que dans le fond, que si ils ont plus d'ensilage de maïs, ça c'est bon pour faire du fromage en grains. Écoute, ça se fait, là. Il y a des très bons fromages qui se font au Québec avec l'ensilage de maïs, là. Il y a des très bons fromages là, qui se font avec ça. La majorité, plus en majorité, que c'est vraiment l'alimentation au foin sec, avec des grains secs aussi. Mais oui, il y a une petite différence. Avec le lait pasteurisé, je te dirais qu'il y a moins de différence un peu vu qu'on chauffe le lait. Avec les fromages à lait cru, je te dirais que là, il y a l'incidence aussi de la fermentation après, dans l'affinage des fromages. Mais il y a aussi les goûts de lait qui sont différents avec des ensilages humides. Fait que dans les fromages au lait cru, tu peux retrouver plus les goûts à la fin là, du processus d'affinage. Là. OK. Ouais, il y a vraiment une question de goût, puis tout ce qui est fermentation aussi. Là. Nous autres, c'est un choix qu'on a fait au départ avec la Jersey, la couleur du lait, la matière grasse du lait. On voulait avoir un lait vraiment au foin sec. Là. On voulait vraiment que le terroir là, de la région de la ferme là, soit vraiment qui goûte dans le lait. Puis c'est un choix qu'on a fait au départ sans trop savoir, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de connaissances dans les fromages. Là. Mais c'est un virage qu'on avait fait. Là. On était équipés pour l'ensilage, on faisait du forfait avec la fourragère. Puis on était équipés, on avait 4 silos. Puis on a reviré ça là, d'un bout à l'autre. Là. Tout en foin sec. Oui, tout en foin sec. Là. Foin sec à volonté, puis les moulés au robot, là, les grains secs au robot. Là, pour vraiment essayer d'avoir le lait le plus neutre possible. Là, puis avec vraiment le goût du foin. Puis faire sortir les caractères de la Jersey. Là. Faites-vous des fromages au lait cru ou non? Non. Est-ce que c'est dans les projets à long terme non plus? Non plus. Au début, c'était, on est vraiment parti de la fromagerie, nous, centre du Québec, on manquait de, il y avait un manque de fromage en grains, de cheddar en grains. Il y avait beaucoup de non affinés à pâte ferme, mais il n'y avait plus de cheddar en grains dans notre secteur. Puis on s'est vraiment lancé à la base là, pour faire le fromage en grains. Fait que c'était vraiment la base du projet. Fait qu'on n'avait aucune idée des fromages fins. On a dit on se lance, on fait du grain, puis on va voir où ça va nous mener. Puis de fil en aiguille, des connaissances, puis des rencontres avec des gens, puis on s'est mis à travailler un petit peu quelques recettes de fromage fin. Après, ça faisait 2 ans, quasiment 3 ans qu'on faisait juste du fromage en grain. On s'est mis à faire quelques tests avec des amis, puis ça s'est mis à fonctionner. Mais de travailler au lait cru, on n'avait pas les pieds carrés, on n'avait pas l'espace pour ça. Puis ce qu'on voulait au départ, on était habitué dans le fromage en grains, on fabrique le fromage, on le vend le lendemain, puis écoute, tout est fait. Fait qu'on voulait pas se lancer dans un fromage d'1 an, 2 ans non plus d'âge.
Ouais, mais quand tu commandes, tu sais, ça prend 2 ans. Faut que tu le supportes 2 voilà. ans ton fromage avant Ouais, de le vendre. Le ouais. fromage en grain, au moins, tu peux le vendre tout de suite avec de l'argent qui rentre tout de C'est suite. ça. Puis dans les fromages fins, on cherchait des recettes qui étaient intéressantes pour développer des goûts, du caractère, mais on voulait avoir ça assez court. Fait que là, il fallait enlever le lait cru, parce que le lait cru, veux pas, tu as des délais à respecter, puis tu as des échantillonnages à prendre sur tes fromages avant de les mettre en vente, pour être certain que tout soit conforme. Fait qu'on voulait pas respecter ces délais-là. Puis, l'espace physique aussi, là. La fromagerie, c'est une maison d'un voisin qu'on a acheté, puis, tu sais, c'est pas grand. Fait que faire vieillir les meules, attendre tous les délais, le lait cru. On pouvait pas travailler le fromage en grain dans le même espace qu'on travaillait le lait cru. Fait que là, tu tombes avec une autre pièce de fabrication pour travailler au lait cru. Fait que tu sais, c'était des contraintes qu'on voulait pas. On s'est dit qu'on était capable de faire du bon fromage puis de travailler là. Le lait pasteurisé, chez nous, il fait le travail. Là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a bien des... Comment j'expliquerais bien ça? À propos du lait cru, comme de quoi que ça pourrait être dangereux pour la santé ou quoi que ce soit. Mais on s'entend que dans les années 70, mettons, là, que les chaudières sauvent pas, ou que là, tu payes sa pédale, il y a peut-être une vache qui est en train de pisser pas loin. Aujourd'hui, là, c'est bien moins dangereux du lait cru que dans le temps. Là. Oh, ouais, non, il n'y a pas de danger, le lait cru. Là. On a tout bu, on en boit tout. Nous, on boit ça tous les jours encore. Là. Il n'y a pas de danger au lait cru. Là, en Europe, écoute, c'est du lait cru depuis les fromages. Là. Ça fait comment, c'est d'un premier fromage en Europe, ils sont encore au lait cru, puis ça a toujours été au lait cru. Puis il n'y a pas plus de décès en Europe reliés au lait cru qu'au Québec. Là. Non. Mais c'est des règlements qu'on s'est donnés. On s'est donné ça comme règlement. Le MAPAC a fait puis on a tout accepté ça, puis on travaille avec eux, puis on respecte les règlements, puis c'est correct aussi. Là. Oui, t'as pas bien le choix, là. L'idée de se bâtir une fromagerie, c'est arrivé comment? Vous êtes levé un matin? Ouais, on va faire ça. C'est ça. C'est quasiment ça. Ah ouais! Il est arrivé d'un table un dimanche matin, je revois la scène encore. Il est arrivé, il avait fait ses petits devoirs. Parce qu'il y a un de ses amis qui est maître fromager pour une grande entreprise. OK. Fait qu'il avait sondé son ami pour avoir un topo, dans le fond, là, le rendement fromager puis les coûts de production. Il s'était monté un mini-budget. Puis je le revois encore rentrer d'un table un dimanche matin quand on a eu fini notre ouvrage d'après-déjeuner, comme on appelle, notre petite routine de l'avant-midi. Il avait sa feuille, puis il se tordait un peu, puis là, j'arrête quoi? Vous jasez, j'ai eu une idée. Fait qu'il nous a présenté ça. Puis sur le coup, on a fait comme ça a juste pas d'allure. Parce qu'on avait peur de tout ce qu'on entendait, la paperasse, et puis à pu finir et puis tout ça. Puis finalement, que ça a fini, qu'on s'est embarqué sur la dite paperasse au niveau des permis du MAPAC puis tout. Puis on a fait comme finalement, c'est pas si pire que ça. Fait que ça a parti comme ça, puis le résultat est là aujourd'hui. OK. Ah, je pensais que c'était pour avoir du petit lait pour donner au cochon. Non, même pas. Ah non, c'était pas le but, non. Non, on n'en a jamais servi pour ça, le petit lait. Ouais, on n'a jamais eu besoin que les pouponnières, de toute façon, il faut que ça soit très, très contrôlé. Là. Les petits animaux sont jeunes, puis on n'avait pas les volumes pour nourrir les 4000 bêtes, puis fait qu'on s'est jamais badré de ça. Mais ça, cette idée-là est arrivée à peu près en quelle année? En 2013. Ouais, début 2013. Ouais, Après, 2013. En 2012, vous aviez le robot? 2006, le robot de 2006, traite. ok, Ouais. ok. Oh, ça faisait OK, 6. non, 2012, c'est quand vous étiez rendu quasiment 100% Jersey. Ouais, c'est ça. C'est beau. C'est ça. C'est suite à ça, tu sais... Ouais, je te dirais, là, c'était pas longtemps après fête. Janvier-février 2013. Bon, au printemps, là. Ouais. Je n'ai pas de souvenir, mais bon, c'était peut-être au printemps tôt, là, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais vidé une porcherie. Puis Ouais. Puis durant là, les paperasses, puis durant l'été, l'automne, on a eu l'opportunité d'achat du site ici de la maison qui a tombé à vendre par hasard. Ouais. Puis construction, là, 2013-2014. Puis non, pas. En 2014, on vendait du fromage. Ouais, c'est ça. OK. Puis côté paperasse, puis réglementation, puis permis de construction, puis tout, ça a-tu bien été là-dedans? Avez-vous bien du trouble? Ou, Non. Il y a eu bien du monde, mettons, les élus municipaux vous ont tout appuyé, tu sais, je veux dire... Ouais, on a eu, écoute, quelques petites embûches avec le zonage, là, parce qu'ici, c'est un îlot déstructuré. Là, les municipalités ne savaient pas trop c'était quoi un îlot déstructuré, puis ils ne voulaient pas se mouiller les pieds, là. Mais tu sais, la MRC nous ont vraiment démêlés, ils ont appuyé la ville, c'est allé rapidement. Le préfet de la MRC, tout de suite, il a répondu, puis il a mis le bon monde là-dessus. Fait que ça c'est. On a eu quelques embûches, mais il y a toujours eu quelqu'un qui nous a appuyés puis qui nous a aidés, là.
Oui, c'est de la paperasse, comme on dit, mais ça se fait, là. C'est pas... t'en prends un à la fois, puis tu remplis ton formulaire, tu l'envoies, t'attends des mois, puis t'en remplis un autre, puis t'attends encore quelques mois. Puis ça se fait bien, là. Ça se fait bien. Les formulaires sont faciles à remplir, quand même. Oui, puis là, il doit y avoir des formules annuelles à remplir pour... Oui, les renouvellements de permis, quoi, les là, ouais. inspections. Écoute, c'est sûr que c'est suivi, là. Oui, c'est oui. suivi, là. Mais un coup que tu es embarqué puis que ça va bien, c'est de la routine, là. C'est des inspections de routine comme toutes les shops d'aliments. Puis, OK. Il arrive ça à l'improviste? Ou... Oui. Oh, il arrive à l'improviste, OK. Oui. Oui, ils viennent voir si tout est correct. Puis, quand tout est correct, ils disent merci. Puis, Oui. ils passent, non, ça se fait bien. Les règlements sont clairs. Puis, c'est pas... écoute, c'est de l'alimentaire. Fait que, Non, c'est ça. du plastique, du stainless, puis la propreté. Puis, Oui, c'est un peu comme nous autres des cabanes à sucre, là. C'est tout du stainless, là. c'est juste de la logique, là. On nourrit des gens. Fait que, Oui. Ah non, tu veux pas perdre ton nom puis perdre ta bâtisse, là. Tu perds la ferme, là. c'est ça. C'est juste... c'est le fun, là. Tu travailles toujours dans un endroit propre, puis c'est le fun, là. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Là, présentement, dans le fond, c'est votre lait que vous produisez le fromage avec. Ouais. Fait que ça, là, c'est du fromage 100% Jersey. Ouais. Si vous voulez agrandir, est-ce que c'est facile d'avoir un producteur attitré là, il faudrait qu'il nourrisse les vaches de la même manière un peu que vous autres? Après ça, un transport adapté, un troc à lait qui va passer rien que pour prendre ce lait-là puis l'amener ici. C'est sûr que c'est plus de taponnage. On a été pris là-dedans après 2 ans de production. La ferme avec les 60 vaches, on a manqué de lait. Fait que des nouveaux clients, pas de lait. Fait qu'on s'est mis à acheter du lait de quelques petits voisins ici là, qui ont de la vache Jersey. Pour ce qui est du transport, la fédération, super ouverte, ça va super bien. Le camion allait chercher 500 litres de lait chez le petit producteur à 4 km de chez nous. Il venait nous porter le lait ici dans le compartiment vide. Le 53 pieds reculait avec 500 litres. Là, le gars avait 15 vaches, puis on allait le chercher. Puis la fédération, super accommodante là-dessus, ça a super bien été. Mais là, on mélangeait 3 laits à un moment donné. On avait un autre producteur un petit peu plus loin, Saint-Norbert, Saint-Valère. On mélangeait des laits, puis on s'est rendu compte là, que notre production variait beaucoup. Là. Les laits étaient trop différents. Il a fallu analyser les laits puis prendre le temps de standardiser un petit peu les laits mélangés. Fait qu'on n'avait pas les espaces et la capacité pour faire ça. Fait que c'est là qu'on a tout de suite décidé de redoubler la ferme laitière, là, de faire un bâtiment neuf avec 2 robots au lieu d'un robot de traite, là, pour doubler le volume de lait. Fait que ça n'a pas été long là, qu'on a eu la décision à prendre. Là. On ralentit la fromagerie ou on agrandit la ferme. Là. Fait que, parce que là, les demandes du fromage qui sortent d'ici, ils s'en vont en augmentant. Oui, à toutes les années, là, il y a une progression. Là, en part de cette année, là, avec la dernière vague du COVID, là, cette année, on a eu une régression. Là, les restaurants fermés, les hôtels, tous les congrès, les traiteurs. Cette année, les centres de ski, toutes les arénas. Tous nos clients là, qui sont fermés. Fait qu'on a juste nos épiceries comme clients. Là. Fait que cette année, on a eu une baisse là, de productivité, là, mais c'est vraiment la première année là, qu'on a une baisse depuis l'ouverture du commerce. Là. C'est pas le fun, ça, pareil. Oui, fait que c'est ça. Là. On produit tout notre lait pour que tout le lait soit égal. Puis qu'on ait pas depuis qu'on a bâti le nouveau bâtiment, là, c'est là qu'on a pu développer les fromages fins parce qu'on avait une stabilité dans le lait. Là. Avant, là, en mélangeant les laits d'autres fermes, on aurait eu de la misère à faire des fromages fins stables. Là, puis, tu fais un test de fromage, tu attends 4 mois pour savoir qu'est-ce qu'il goûte. Puis là, tu te rends compte que le lait n'est pas bon. Puis là, tu passes une année, c'est pas long. Là. Ouais, c'est ça. Tu passes une année, c'est pas long. C'est ça, parce que là, tu fais ça à tes risques et périls. Là. Ouais. Tu sais, il n'y a personne qui te supporte là, quand tu fais ta recherche et développement comme ça. Là. Il y a cochon qui te supporte quand c'est pas bon. Au moins. Ouais, parce que là, le lait, c'est la fromagerie. Ouais, le fromage. C'est la fromagerie perd, la ferme en perd aussi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... Ça, c'est-tu la ferme qui est propriétaire de la fromagerie? C'est une autre entité. C'est une autre entité, OK. On est propriétaire. C'est moi et Eric qui est propriétaire quand même, mais c'est une autre entité. OK. Puis, t'as passé dans la tête de chez nous, il n'y a pas tellement longtemps. Ouais. Il y a quelques mois. Mais... Ouais, 4-5 mois, là. Non, ça va vite. Non, t'as passé au mois de février, ça va être diffusé en mai, en avril, ce podcast. C'est ça. Okay. Fait que...
Tu vas nous en parler un peu, tu sais, parce que là, il y a pas de la polémique autour du prix du lait, le prix du fromage, puis là, tu sais, il y a bien des affaires qui s'en viennent là-dedans. Ça brasse pas mal, là. Oui, effectivement. C'est des années charnières, comme on pourrait dire là, présentement, là, pour ce qui est de la production laitière et de la transformation laitière aussi. Là. Les CILQ, qui est le Conseil des industriels laitières, fait que les commerciales, là, les grosses fromageries commerciales, comme les petites, comme chez nous, les micro-entreprises, les moyennes entreprises, les grandes entreprises. Présentement, il y a un enjeu, puis c'est les prix du lait. Écoute, on se met à la place du producteur, on est producteur laitier. On sait qu'à toutes les années, tout augmente, hein, le coût, que ce soit la machinerie, que ce soit les pièces, le diesel. Écoute, les engrais, sur les fermes, tout augmente là, énormément. Tout le monde le sait, que ce soit c'est dans tous les domaines. Oui, puis le coût de la main-d'œuvre aussi, veut pas, parce que là, il faut que tu les payes plus cher, parce que tout le monde paye plus cher. Il faut que tu compétitionnes tout le monde, tu sais. Fait que les producteurs, c'est normal, ils en veulent plus, puis ils méritent d'en avoir plus. Là. On sait tous qu'un producteur agricole, ça devrait gagner sa vie comme il faut, là, au travail, aux efforts qui sont mis. Mais là, dans la fromagerie, on a plusieurs classes de lait là, au Canada. Puis présentement, c'est plus 3-4 classes là, qui sont en jeu. Les prix de ces classes-là de lait montent énormément. Durant qu'il y a d'autres classes de lait que le prix diminue. Fait que, tu sais, les classes spéciales à la fédération. Fait que présentement, le gros coup, il est vraiment sur la classe fromagère. Fait que c'est sûr que les entreprises de transformation qui font du fromage, la classe 3, qui présentement voient une grosse augmentation du prix d'achat de lait aux usines. Là. Fait que, tu sais, pour les marges comme nous sur le fromage en grains, une petite entreprise comme chez nous, c'est sûr que le fromage en grains, il va être de plus en plus difficile à rentabiliser. Au prix actuel. Ouais. À un moment donné, tu n'auras pas le choix, faut que tu montes ton prix. Ben, ton prix, oui. à un moment donné, tu vas te en vendre moins parce que là, c'est moins tentant. Là. Un sac de fromage à 12$. Oui, c'est ça. Là, on va arriver à là très bientôt. Là. Le prix du fromage en grains va être vraiment trop cher. Puis, le lait il a augmenté, oui, mais tout le reste a augmenté. Là, on parle beaucoup du lait parce qu'on est dans le domaine, là, mais tout le reste a augmenté. Là, fait que le client, là, il y a beaucoup de dépenses. Là. Nos clients ils ont vraiment beaucoup de dépenses. Là. Ouais. On va parler de l'essence. S'il va remplir son auto avant d'aller à l'épicerie, il n'achètera pas de fromage. Là. Il va acheter des affaires de base à l'épicerie. Oui, c'est ça. Après qu'il ait Ça tanké coupe le son budget, auto là. là, à 100$. Là. Fait que, tu sais, dans le fromage en grains, oui, il y a un enjeu. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des gens qualifiés là, qui sont en train de regarder tout ça. Fait que, on va voir où ça va mener. Par chance, au Québec, on a vraiment des clients, on a vraiment des gens qui tripent sur le terroir, les produits locaux. On est vraiment chanceux. Puis la pandémie a emmené ça aussi. Les gens, ils vérifient l'économie circulaire, ils vérifient les produits locaux. Les Québécois sont fervents là, de produits locaux et sont fiers de ce qui se fait ici. Là. Fait que de ce côté-là, c'est super. Nouvelle appellation qui est en train de se préparer au Québec qui va nous aider, qui est les fromages fermiers du Québec. Ça a été accepté, il y a du développement depuis février, là, on est en train de tout mettre ça en place. OK. Peux-tu expliquer un peu le fromage fermier? C'est quoi au juste? Ça va être une appellation contrôlée qui a été développée depuis... Ça fait plusieurs années que les artisans du Québec sont là-dessus. Durant l'hiver... Comment tu vas qualifier un fromage qui est fermier? C'est-tu parce que... C'est pas parce qu'il est dans sa laiterie avec un fromagerie indépendant. Non, c'est pas ça. Hein. Non, il y a un cahier de charge qui est en train de se faire. Un Québec vrai. C'est-tu en deçà d'une certaine quantité de fromage? Tu tombes comme artisanal? Ouais. OK. Oui, 2 millions de litres de lait de moins transformé. Écoute, Québec vrai est en train d'étalonner le cahier de charge au complet pour contrôler l'appellation. Il va falloir que les producteurs fassent des demandes. C'est clair qu'il faut que la ferme soit propriétaire de la fromagerie. Il ne faut pas que ça soit deux entités. C'est beau. On ne peut pas avoir deux fromageries différentes à être rattachées à une ferme non plus. Il ne faut pas que les entreprises se greffent à des fermes avec un... Il y a vraiment un cahier de charge très, très bien établi. Fait que si tu avais du lait qui arriverait de 4 autres fermes, ça marcherait pas. Ça ne marchera pas. C'est beau. Ça ne marchera pas. Fait que c'est vraiment pour valoriser les fromageries à la ferme au Québec. Fait que ça, c'est en train de se faire. On va avoir les logos, on va avoir tout ça qui s'en vient. Un peu comme le poulet fermier ou les œufs fermiers, c'est le producteur du producteur au consommateur direct. Les aliments du Québec, le logo Aliments du Québec, quand tu apposes ton logo sur un produit Aliments du Québec, ben, il y a un cahier de charge en arrière de ça.
avant d'avoir le droit de mettre ton logo. Présentement, on a la vache bleue sur nos étiquettes qui est 100% canadien, le lait canadien. Mais avant d'apposer une vache bleue sur une étiquette de fromage, il y a un travail qui est fait de recherche. Il faut que tu apportes, tu as des formulaires à remplir, tu as des preuves à émettre pour dire que tu n'utilises pas de sous-produits, que tu sais, il y a plein de choses. Un coup que tu es accepté, tu développes ton étiquette avec le logo du lait canadien. Il faut que l'étiquette soit approuvée par le lait canadien avant de l'imprimer. Fait que pour ce qui est des fromages fermiers du Québec, ça va être le même principe. Fait qu'on va avoir une belle outil qui va venir valoriser les produits d'ici. Fait que ça va nous rapporter encore une clientèle. Ça va venir nous aider dans tout ce qui est importation d'Europe présentement. Tu sais, les fromages commencent à rentrer d'Europe là, avec les contingents. Là. OK. Fait que dans les épiceries, il va y avoir de plus en plus de fromages européens. Mais là, ce logo-là va venir aider les petits producteurs, les producteurs transformateurs à la ferme. Ça va nous aider parce que ça va être facile. Dans le tombeau à l'épicerie, tu vas voir le logo fromage fermier. Ça, c'est un produit du Québec. C'est fait par des gens qui ont leur ferme, qui ont leur fromagerie. C'est un produit du terroir. On l'achète. Fait que ça va vraiment nous donner un gros coup de pouce par rapport... Tu sais, si les prix du lait ne changent pas, si c'est sûr que les prochaines années, il n'y aura pas grand-chose à la baisse. Là. On le sait. Là. Fait que, des outils comme ça vont venir nous aider à valoriser puis à pouvoir vendre notre produit à juste prix. Puis on va avoir la clientèle pour l'acheter parce que ça va être facilement identifiable. Parce que de la manière que ça fonctionne présentement, vous produisez du lait, le lait s'en va dans le bowl tank. Là, après ça, tu ne peux pas le pomper direct dans la fromagerie. Il y a quelqu'un, il faut qu'il passe, prendre un échantillon, parce que là, vous vendez le lait à la fédération, puis la fromagerie le rachète de la fédération, même s'il n'a pas passé dans le main. Il a passé dans le main d'une certaine façon, là, mais rien qu'à côté paperasse, mettons. Ouais. Là. Mais une fois, mettons que en parenthèse, le troc à lait a passé pour prendre la lecture, après ça, vous partez à la pompe, puis vous amenez ça ici. C'est à peu près ça. Ouais, en fait, moi, je suis allé suivre mon cours d'essayeur de lait. Fait que moi, je suis qualifié pour être essayeur de lait. Fait que moi, je suis responsable de prendre la mesure à la ferme. OK. Fait que tu rouvres le chaud, tu vas sentir, voir s'il y a une bonne odeur. C'est ça. Okay. C'est ça. Fait que là, nous, on est capable de transiger notre lait. On n'a pas de route à traverser, donc on peut transporter notre lait nous-mêmes. S'il faudrait prendre le chemin, mettons que notre fromagerie serait à 2 km du site. Es-tu avec des vieux bidons? Ben oui. Ah oui? Ben ouais. En galvanisé? Non. OK. À l'étain, c'est tout soudé à l'étain. Tout soudé à l'étain, tabarouette. Ah ben pas vrai, tu ne l'envoies pas en Californie, t'es correct. C'est ça qui nous démarque. OK, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que le fromage est teinté jaune. Un peu plus jaune, un peu, c'est ça. Un petit peu de rouille dans le fond. Voilà, le petit dégradé dans le frangile. L'étain, c'est l'étain. On a une citerne. Écoute, on a un réservoir à lait, un bull tank en bon français, là, sur un frame de remorque avec tout un derrière, je sais pas, le cul est fermé, avec le derrière de la remorque avec une pompe à lait, là, pareil comme les vannes de la Fédération, les 53 pieds, là, on a le même principe. Fait que, on a un beau petit réservoir là, qui travaille super bien là, pour le faire. Fait que, c'est ça, on apporte notre lait tous les jours, on travaille avec le lait frais. Oui, pour ce qui est de la paperasse, le lait, la ferme avant son lait à Fédération. Déclare tous ses volumes de lait à Fédération. Fait que là, le contrôle officiel pour valider les volumes de lait. Puis, écoute, Parce que vous êtes payé en fonction des ingrédients du lait. Fait que j'imagine que l'achetez-vous de la même façon, en fonction des ingrédients du lait? Oui. OK. Oui, c'est ça. À la ferme, tous les contrôles sont vérifiés. Ici, à la fromagerie, on fait nos déclarations de volume à tous les mois. Les classes de lait, les types de fromage. Écoute, il faut tout trier ça tous les mois pour pouvoir... avoir nos classes de lait, chaque volume de lait dans chaque classe de lait pour avoir notre facture. OK. Fait que, aux 15 jours, on reçoit là. On paye notre lait aux 15 jours, de la même façon que les fermes sont payées. C'est pas que tu achètes 2000 litres, c'est un prix, merci, bonsoir. Non, c'est en fonction des classes de lait puis des produits qu'on transforme. Chaque produit a sa classe de lait là, présentement au Canada. Là. Ouais. Ben, chaque produit, oui. Ouais. Mais toi, vu que tu fais juste du fromage, tu es dans on fait un petit peu de crème glacée. OK. C'est pas la même classe de produit, c'est un autre prix pour ça. Oui. Crème glacée, c'est une autre classe. Écoute, le fromage en grain puis le fromage en bloc, c'est la même classe, mais il y a une sous-classe, là, si on peut dire. Fait qu'il faut tout déclarer dans la bonne classe là, pour que ça représente les revenus de la fromagerie. Il faut que les produits transformés représentent les... Il faut que le volume de lait représente la quantité de fromage. Il faut que ça balance. Là. Le lait embouteillé est dans cette classe, lui ici. On fait un petit peu de lait embouteillé. Ah oui? On commence là. Tranquillement. Fait que lui ici, il va dans une autre classe. OK. Il faut tout gérer ça dans une bonne classe. Ah, tabarouette, OK. Puis
Là, vous commencez, c'est parce que là, vous avez... surtout que là, si le prix du fromage est pour augmenter pas mal, ça va être comme une porte de sortie. Ben, la bouteille de lait, le prix du lait va augmenter. Oui. Mais il y a une demande dans le lait entier. Là. Il y a une demande présentement. Ouais, puis il n'y a pas le lait A2, les patentes de Ouais, vente, vu que c'est Jersey. Jersey A2. Écoute, nous, on n'a pas fait analyser le troupeau. On sait que tous nos clients nous parlent, de ceux qui ont de l'intolérance, qu'il est beaucoup plus digestible. À toutes les semaines, il y a des clients qui nous le disent. Là, votre fromage, là, j'ai pas de misère. Je viens chercher du lait ici à cette heure parce que je suis capable d'en boire. Avant, je ne pouvais pas en boire. Fait que c'est sûr que oui, le lait Jersey, il y a vraiment la caséine qui est beaucoup plus digestible. C'est vrai, là, on entend des commentaires. Là, La race Jersey, elle a une prédominance au gène A2. OK. C'est plus dominant dans la Jersey que dans les races de couleur, c'est plus prédominant que dans la Holstein. Puis dans la Jersey, encore plus. On n'a jamais fait analyser le troupeau complet pour savoir si on était 100% A2. Il faudrait qu'on fasse une analyse de gène là, de tout le troupeau. Là. Ça n'a pas été fait encore. OK. Ouais. Puis, ton lait, c'est quoi? C'est du 3,8% vous faites? Ou, Là, le lait entier, présentement, dans le bull tank, il est à 5,2, 5,3. Dans le bull tank. Une fois qu'il est en bouteille? En bouteille, il est à 5,2. Il n'est pas écrémé, il est juste pasteurisé puis il est embouteillé. OK. Est-ce qu'il est homogénéisé? Non, pas homogénéisé. Fait qu'il y a la couche de gras sur le dessus. Eh boy, faut pas ramener ça à la maison. Ma blonde n'a jamais fait ça, elle brasser du lait. Moi, j'ai encore l'habitude de prendre la pinte de lait puis je donne un coup pour la brasser. Ouais, là, non, mais... il a besoin d'être brassé un peu puis il est entier là, dans la pinte. Là, il est entier, il n'est pas écrémé. Ouais, le but n'est pas de s'en aller vers non plus... on ne sera jamais une laiterie, là. Il y en a des nouveaux, puis des laiteries à la ferme qui homogénéisent, puis qui écrèment, puis ils font des super beaux produits, puis de qualité. Nous, c'est un petit à côté qu'on va faire. On va cibler un petit peu le marché, mais ça va être du 5% non homogénéisé. C'est un lait à l'ancienne, là, Shakewell. Là, puis, tabarouette, OK. Enjoy, puis ça va être... puis tu sais, il y a un créneau pour ça. Puis, tu sais, on ne fera pas des grandes installations là, pour écrémer puis homogénéiser. Là. Okay. On va vraiment aller chercher ce qu'on peut dans ce marché-là. Puis le reste, ça va être du fromage. Là. C'est vraiment juste pour diversifier l'offre. Puis, tu sais, on le voit là, l'automne passé, les balades gourmandes. Là, tu sais, c'est un événement qui passe des milliers de personnes à tous les jours. Puis, écoute, on embouteillait, puis on faisait des 500 bouteilles le matin, puis ça se vidait. Là, tu sais, il y a un marché, là. Fait qu'on va prendre le petit marché local, mais on fera pas là. On va faire du 5%. Pasteurisé, non homogénéisé. OK. Ah ben, colique, c'est pas mal le fun, c'est pareil. Puis, une fois que le pasteurisé, bien, vite, c'est-tu une affaire comme le chauffer à 74 degrés pendant quelques temps, 2-3 minutes? Oui, ça, c'est HTST. High Temperature Short Time. Ça, c'est des pasteurisateurs à plaque qui chauffent 72 degrés. Écoute, là, c'est 1.8. Là, moi, c'est pas mon système. Là, mais ça, c'est les HTST qui sont des pasteurisateurs à plaque. Nous, à la fromagerie, on travaille avec un batcheux, un pasteurisateur à batch. Fait que nous, on monte le lait à 63 degrés. Il faut le maintenir à 63 pendant 30 minutes. OK. Ouais, fait que ça, ils appellent ça à batch. Fait que c'est deux procédés différents. Écoute, là, il y a plusieurs versions là-dedans. Là, la dégradation, chauffer à 72 plus court, chauffer à 63 plus long. Nous, on a commencé avec ça, puis écoute, tous nos trucs fonctionnent avec. Là, puis du lait UHT, c'est à quelle température? Le UHT, là... Ultra haute température? Ouais, c'est ça, HTST, mais l'autre, là, je peux pas te répondre. Okay. Je pensais que c'était des ultraviolets, là. Je pensais que c'était des ultraviolets qui procédaient à la suite du HTST. Là. Ben là, lui, le lait peut rester sur le comptoir quasiment. Ouais. Tout est détruit dedans. Tout est détruit. Le goût aussi. Oui, c'est l'autre qu'aduc. Pour ça, en Europe, le lait, il reste. Il laisse ça sur le comptoir, mais c'est tout du UHT. Ouais, là, la température, là, je la sépare. OK. C'est un peu comme dans le sirop d'érable, c'est ultra haute température. Fait que pour ceux qui ont le monde à 66 brix en fonction d'une certaine température, fait comme ça, tout est tué dedans. Fait que c'est sûr qu'il ne moisira pas. Là. Ouais.
Fait que c'est sûr que le lait, il peut rester bon longtemps, mais il n'y a plus rien dedans. Ouais, c'est ça. Là, tout est dégradé. Là. Non, c'est ça. Il n'y a plus de goût aussi. Ils mettent ça souvent des laits en chocolat qui peuvent. Ouais, c'est ça. On le voit un peu sur les pagnes de lait, là, quelques compagnies là, qui le font. Là. Ouais, le de Grand Prix, qui est, mettons, dans les tablettes, là, il n'est pas dans le frigidaire, il est carrément sur les tablettes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas la mode au Canada. Là. Non, vraiment pas. Non. Vraiment pas. Au Canada et aux États-Unis, probablement, mais en Europe, pour moi, c'est une autre mentalité. On est habitué avec. C'est cru ou ultra haute température. Ouais, c'est ça, c'est tout ou pantoute. C'est tout ou pantoute, c'est ça. Puis, y a-t-il d'autres produits que vous pensez essayer ici à la fromagerie, éventuellement? Je sais pas, aller dans yogourt ou. Écoute, on. Je pensais que t'as pas me dire que justement, on va t'en faire goûter. Ouais, on va t'en faire goûter. Non, écoute, on a des objectifs présentement. Là, c'est sûr que c'est nos 2 fromages là, qu'on a développés dans les 2 dernières années. Là, le petit Le Mérique 1972, justement, l'année que mon père avait acheté la ferme. OK. Qui est une pâte molle à croûte lavée. Ça, c'est vraiment, écoute, là, présentement, il y a un bel engouement autour de ce produit-là. Fait que c'est sûr que là, il faut développer, il faut s'installer, il faut trouver des façons de monter nos volumes. C'est des petites pâtes molles, c'est affiné à tous les jours, croûte lavée, donc beaucoup de travail. Mais là, la priorité présentement, c'est vraiment... C'est lavé à la main, c'est pas une machine qui le fait. Non, c'est tout lavé à la main. C'est lavé avec quoi? C'est des solutions d'affinage. C'est les soins qu'on donne à nos fromages. C'est de l'eau et du sel? Oui, de l'eau et du sel avec des ferments pour aller vraiment donner la croûte qu'on veut. Puis j'imagine que pour la fabrication de ça doit être différent du fromage cheddar. Oui. C'est-tu les mêmes ferments? Ou non. Chaque fromage a son ferment. Comme chaque fromage en grain, toutes les compagnies ont des ferments différents qui fait qu'on a une texture, un goût différent. Oui, OK. Les fromages fins, c'est la même chose, c'est erreur. Selon le type de fromage que tu veux fabriquer, c'est sûr que tu t'en vas vers une catégorie ou une famille de ferments pour avoir la pâte que tu veux, pour avoir la croûte que tu veux. Fait qu'un coup que tu sais quel fromage que tu veux, là, tu essayes différents ferments jusqu'à temps que tu aies le résultat que tu souhaites. Après ça, le défi d'une petite entreprise comme chez nous, c'est de l'artisanat. Fait que c'est d'avoir un produit égal, là, parce que chaque étape est cruciale dans la fabrication du fromage. Puis les temps de variété, les temps de fabrication sont très importants. Fait que c'est de se trouver une stabilité là-dedans en augmentant les volumes. Fait que la priorité présentement est vraiment le Mérique, le Frangile, qui est notre plus gros vendeur, qui est un cheddar à croûte lavée. 5 mois d'affinage environ, qui est quand même jeune affinage, mais qui est une croûte lavée. Donc, on donne des soins régulièrement au fromage. Est-ce que les deux sont dans la même pièce d'affinage? Présentement, oui. OK. Présentement, oui, mais c'est ça. Peux-tu avoir 2 pièces, mais à 2 températures, des humidités différentes? Oui, c'est ça. Là, okay. On a commencé comme ça, mais là, on sait qu'on va avoir un petit peu moins de misère en séparant pour ne pas avoir le même taux d'humidité et les mêmes températures dans nos salles. Bien sûr que c'est pour faire un autre fromage, parce que là, tu peux pas... Présentement, on est en train d'installer des nouveaux locaux là, pour s'agrandir, pour avoir plus d'affinage, puis avoir une meilleure ambiance là, pour chaque type de fromage. Là. OK. Présentement, on est là. Fait que c'est pour ça là, que pour les nouveaux produits, présentement, là, ça va être vraiment essayer de s'en aller un peu. Là, présentement, on fait genre 85% de grains puis 15% de fin. Mais je veux m'en aller 50-50 là, à court terme, là, assez rapidement. Là, justement, pour venir compenser la hausse du prix du lait. Puis, je veux équilibrer l'entreprise un petit peu plus. Là. Fait que, il va rester la crème glacée qui va être saisonnière l'été. On développe, on a acheté des machines à gelato l'an dernier. Fait que, là, on va développer des belles gelatos là, pour offrir à nos clients là, sur place. Des gelatos, ça, c'est de la crème glacée vegan, c'est ça? Non, c'est gelato, c'est crème glacée en italien. OK. Donc, c'est pas ça qui est à base de fruits? Ou Malheureusement, on est une ferme laitière. On va faire de la crème glacée avec du lait. Ce qui va nous différencier, par contre, c'est vu qu'on a un lait en haut de 5% de gras, on utilise juste le lait pour la fabrication des gélatos. On ne fait pas d'ajout de crème. Fait on n'ajoute pas de crème de l'extérieur pour venir fabriquer nos crèmes glacées. On les fait 100% lait. Fait que ça nous donne une texture plus légère, un petit peu moins grasse en bouche, là, si je peux dire ça comme ça. Fait que dans le fond, vous achetez pas, c'est pas du Lactantia que vous avez ici ou quoi que ce soit, non. c'est vraiment votre crème glacée. Ouais, la crème glacée molle. Saveur molle. que vous mettez dedans. Ouais. Puis... Ça fait 3 ans qu'on a une machine à crème glacée molle au comptoir de fromage. Puis on faisait notre propre crème glacée molle. Puis c'est ça, l'an passé, on a acheté des machines pour fabriquer la gelato en batch. Fait que là, on fait nos mix de crème glacée molle. Puis on fait des saveurs de gelato. Là. On a 6-7 saveurs qu'on a essayé un petit peu cet été. On était à la dernière minute un petit peu. Puis COVID fait qu'on n'a pas développé autant qu'on voulait. Ouais. Mais on a de la belle équipement là, pour l'été prochain là, pour s'amuser là, avec ça. Là, le lait, la crème glacée.
Puis, On va venir faire un tour l'été prochain. Ouais, On va venir ouais, goûter à ça. ouais. Là. Ça me tente pas mal. Là. super bonne idée. Ça me tente pas mal. Ben, moi, j'étais venu au mois de mai. Quand Julien Dupasquier était ici pour la poutine. Fait que on n'a pas pris de crème glacée, on a mangé à la poutine, puis il faisait frais cette journée-là. Oui, Je sais pas si t'avais t'en un souviens. vent. Hey, t'avais un vent, tabarouette. On arrive, la poutine est chaude, t'as ouais, t'as non, même non. pas la moitié de manger, elle est rendue frette. C'était pas le fun. Ah non, c'était pas une belle journée, là. Un addon, là, mais tu sais, la journée d'avant, je pense qu'il faisait chaud, mais Oui. cette journée-là, il faisait Ah frais. oui. Ouais. Il faisait vraiment frais avec un méchant vent. Puis là, tu sais, ça, c'est côteux pas mal. Puis, tu sais, que le vent montait, puis il prenait de la vitesse. ouais, puis- non, il ventait, c'était pas drôle. Parce que ici, vous êtes à Warwick, mais on est comme dans une espèce de vallée entre Saint-Albert de Warwick puis jusqu'au village. Une méchante vallée, là. C'est des producteurs de lait, c'est à perte de vue. Oui. Il y a du silo, quand tu te promènes dans la route de Warwick, là, il y a du silo dans le silage en tabarouette. Oui. Les fermes laitières au centre Il y a du des Québec. ça. grosses fermes aussi. Là. Il y en a beaucoup, puis il y a des grosses fermes. Là. Oui. Puis là, quand on arrive, quand on passe le village, là, ça tombe plus côté, parce que pas bien loin, il y a Gleason qui est là, tu sais. Centre de ski. Puis en arrière du ski, tu tombes à Tinwick. mais- Et oui. Là, tu joues de la pédale à gaz, là, puis du break en descendant. Oui. tu- On est, nous autres, ici, la ferme, on est direct à la base du début des Appalaches. Là. Après ça, tu sais, on est tout du long des Appalaches, là, tout de suite, là. On pogne les montagnes puis les côtes. Là. Bon, oui, c'est différent de chez nous, pas mal. là. Oui. Une table de cuisine avec une petite pente, là, puis des fois, c'est ça. Cool. Y avait-tu d'autres choses que vous aviez envie de parler? Écoute, je sais pas. Hey, on a fait un bon topo, je pense. Hein? On peut arrêter ça, y a pas de problème. Fait que, Super. c'est beau? Ben ouais, merci beaucoup. Un gros merci à vous autres. Toute la générosité pour le temps que vous avez accordé pour participer au podcast agricole du Québec. Ça nous fait plaisir que le monde entende parler de nous. Puis que... Ben, on se invite régale tout le de nos monde. produits. On invite tout le monde. Si vous passez à Warwick, sur la route 116, Yeah. facile à retrouver, le fromage Warwick, juste à côté du CDL. Il y a une vache, une grosse pancarte avec une vache Jersey. Et Du voilà. fromage, puis vous allez voir le fromage en grains. C'est du fromage de Jersey, puis c'est un petit peu plus jaune que du fromage qu'on voit d'habitude. Là. Ouais. Fait que, il n'est pas peur, il n'est pas passé date. Il est super bon. Il est frais. Tous les frais jours de jour. frais. Un petit peu plus jaune, Il est mais- super bon. Puis l'été prochain, moi, c'est de faire mon tour là, pour venir manger une crème glacée. Là. Faut que j'essaye ça. On va être ici, c'est sûr. Good. Exact. Fait que merci les frères Lemay. Et puis, je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour être le plus connu possible. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!